accepte avec simplicité ce qui t'arrive. C'est sur cette phrase que s'ouvre le film A Serious Man des frères Coen. Sous ces airs de maxime qu'on trouverait dans l'emballage d'une papillote bon marché, peut-être est-ce la réponse ultime à toute personne qui s'est déjà demandé une fois dans sa vie « Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai aucune idée de ce que je dois faire dans ma vie ? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place ?» Et si derrière son apparence de simple comédie dramatique, ce film détiendrait en fait le sens de la vie. Rien que ça. Vous êtes dans Fragmentum. A Serious Man est une comédie dramatique américaine sortie en 2009 et qui raconte l'histoire de Larry, père de famille dans un petit quartier juif du Midwest dans les années 60. Il est professeur de mathématiques et, de fait, plutôt bien inséré en société. Il vit avec sa femme Judith, ses 2 enfants, Danny et Sarah, et son frère, qui n'a nulle part où vivre et squatte le canapé. Pour résumer grossièrement le film, c'est un enchaînement d'événements plus ou moins terribles qui arrivent dans la vie de Larry. Sa femme lui annonce qu'elle veut divorcer pour faire sa vie avec Cy Abelman, une connaissance de la famille. Ce dernier arrive à le convaincre qu'il doit partir de la maison pour aller vivre dans un motel moisi. Un de ses élèves essaie de le corrompre pour avoir une bonne note et met en danger sa bonne réputation et sa chance d'être un jour peut-être titularisé. Son voisin est un homme obtus avec qui il n'arrive pas à se mettre d'accord sur où s'arrête et où commence leur terrain, etc., etc. Alors que Larry ne sait plus quoi faire, il ira voir 3 rabbins pour essayer de trouver des réponses. C'est de loin mon film préféré des Coen. Je qualifiais le film de comédie dramatique un peu plus tôt, mais c'est pas si évident que ça. La comédie se fait ressentir grâce à la mise en scène, la direction d'acteurs et les cadres, mais ce qui nous est raconté est d'une tristesse et porte un message tellement lourd sur la recherche d'un sens à donner à sa vie qu'il est assez malaisant de s'en amuser. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je riais presque jaune tellement je ne savais pas si c'était ce que le film attendait de moi. Ce qui nous amène au premier point. Ethan Coen a déclaré « Je ne peux pas imaginer une histoire dans laquelle rien de mal n'arrive au personnage. » Effectivement, c'est ce qui arrive dans tous leurs films. C'est très souvent là-dessus que va se construire leur comédie. On ne rit pas avec les personnages, mais on rit d'eux et de leur malheur. Mais pourquoi alors je m'attarde sur ce film en particulier plus qu'un autre de leur filmographie ? Après tout, que ce soit Ulysse et sa bande dans O Brother, Llewyn Davis dans Inside Llewyn Davis, ou même The Dude dans The Big Lebowski, ce sont des personnages dont le parcours chaotique nous arrache quelques rires, quelque part assez inhumains, oui, mais toujours empreints d'un minimum de compassion. Dans la plupart des récits, pour résumer grossièrement, on commence par une situation d'exposition, pour nous présenter le contexte et les personnages, un élément déclencheur qui va donner un but à notre personnage principal, un enchaînement de péripéties sur lesquelles notre héros aura plus ou moins d'influence, puis troisième acte ou climax, où chaque enjeu trouve une finalité, bonne ou mauvaise. Dans A Serious Man, on a une exposition, on découvre les personnages, puis ensuite, tout le récit n'est qu'une lente descente aux enfers, un enchaînement de péripéties sur lesquelles notre héros n'a aucun impact. Il ne fait que subir et ne fait pas particulièrement de vagues. Ici, cet humour constitue tout simplement l'histoire de bout en bout. On suit le quotidien d'un homme à qui il n'arrive que des emmerdes. Point barre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette structure en a déconcerté plus d'un. Moi y compris. Une fois le film terminé, on se demande alors pourquoi on a suivi cette histoire. Qu'est-ce que ce récit nous aura apporté ? Mais ce schéma narratif n'est-il pas employé justement pour qu'on se pose ce genre de questions ? Est-ce que le but des Coen dans ce contexte précis n'était pas de nous questionner sur le sens de cette histoire et d'une manière plus générale, le sens de n'importe quelle histoire ? Fiction ou réalité, même combat. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin ? Pourquoi nous arrive-t-il ce qu'il nous arrive ? Et, comme très souvent, les Coen vont chercher du côté de la mythologie ou des écrits antiques pour amener un début de réponse. Écoutez la déchéance d'une vie, un récit maculé de sang. Voici l'histoire d'un pari entre Dieu et Satan. Job avait tout, une famille, d'immenses terrains, des bêtes. Du bonheur, il en avait par-dessus la tête. Souvent il priait Dieu, lui vouait tout son amour, et Dieu le lui rendait bien, le gâtait chaque jour. Un jour, Satan vint à Dieu et lui dit avec dédain : « Job t'aime, oui, mais il ne manque de rien. Pourquoi son amour serait-il sincère ? Pourquoi croirais-tu à ses prières ? Laisse-moi tout lui retirer, tout lui prendre, et alors ses prières finiront en cendres. » Dieu accepta, galvanisé par la confiance.
Satan s'exécuta et priva Job de sa chance. Il détruisit ses récoltes, assassina ses moutons. Job déboussolé voyait fondre ses possessions. Puis il apprit que ses filles et fils furent tués. Anéanti, il ne s'arrêta pas de prier. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. C'est dans l'ordre des choses, c'est évident. Dieu dit à Satan qu'il avait donc tort, que Job l'aimait toujours malgré son triste sort. Satan lui dit « Job t'aime, car il se porte bien. Laisse-moi le toucher directement, qu'il ne lui reste plus rien. » Dieu accepta, et Satan le frappa. De blessures purulentes, son corps fut recouvert. Pour Job, aucun doute, l'enfer se trouvait bien sur terre. Alors qu'il commençait à questionner Dieu et ses plans, 3 de ses amis vinrent à lui dans son lit souffrant. « Ce qui t'arrive ne dépend que de toi. Si Dieu te punit, il punit ta foi. » S'ensuit une longue discussion où Job soutenait sa droiture, mais rien à faire. Pour ses amis, il était impur. C'est alors que Dieu surgit, des cieux indigné de découvrir ses intentions qu'on pouvait lui prêter. Il dit à Job que ses plans surpassaient les humains, que tout en ce monde était mu par sa main. Il punit les 3 amis pour avoir parlé en son nom, félicita Job d'avoir maintenu sa foi, d'avoir tenu bon. Job fut récompensé, obtint plus de terres et d'animaux, une plus grande progéniture, désormais il n'y aurait rien de plus beau. Heureusement, Job ignorait que ses enfants, prunelles de sa vie, avaient été massacrés pour satisfaire un pari. A Serious Man utilise sensiblement la même structure. Le personnage ne souffre pas autant que Job, mais par exemple, l'incarnation de sa maladie purulente est ici représentée par son frère, qui est littéralement une pustule humaine, si bien qu'il doit se balader avec une machine en permanence, histoire de drainer ce qu'il a dans la nuque. Les 3 amis du livre de Job sont ici les 3 rabbins. Cela dit, les rabbins sont bien moins accusateurs que dans le livre de Job. Là où les interlocuteurs de Job lui font clairement comprendre que s'il lui arrivait toutes ces horreurs, c'est parce qu'il s'est mal comporté à un moment de sa vie, les rabbins, eux, semblent plus sages et donneront à Larry des conseils bien plus pertinents que ce qu'on pourrait imaginer. C'est là où le film prend une autre direction et adopte l'aspect d'une fable. Alors, on va essayer de disposer tous les éléments afin de trouver la logique. Ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les réponses que Larry cherchait se trouvaient exactement sous son nez, et ce depuis le début. Et alors que les discours des rabbins semblaient plus ou moins dénués de sens, et bien que même Larry n'arrive rien à en tirer, il semble que tous les événements tentent à justifier leurs propos. Le premier rabbin, que Larry était déçu de voir car trop jeune et peu expérimenté, l'invitait à voir le monde sous un regard neuf, comme s'il découvrait tout ce qui l'entourait. The parking lot here. Not much to see, huh? But if you imagine yourself a visitor, somebody who isn't familiar with these autos and such, somebody still with the capacity for wonder, someone with a fresh perspective. Il l'invite donc à regarder le monde avec une autre perspective. Mais il y a une autre scène qui aurait pu lui faire comprendre ça. Dans cette scène, on trouve le frère de Larry, assis en pleurs au bord d'une piscine. Vide, symbolique assez clair de son sentiment d'être lui-même vide et de ne rien posséder. Oh shit! Arthur, don't use that word. It's just fucking shit! Arthur? Look at all of the Hashem has given you! What has he given me? He hasn't given me shit! Cette scène invite clairement Larry à remettre en perspective sa vie, sa situation, car tout à côté de lui, quelqu'un vit chaque jour une détresse bien plus grande, sans qu'on y prête la moindre attention. Things aren't so bad. Look at the parking lot, Larry. Just look at that parking lot. Ensuite, le deuxième rabbin lui raconte une histoire que je vous laisserai le plaisir de découvrir en regardant le film, et la conclut en disant qu'on ne sait pas ce que veut Dieu. On ne connaît rien de son plan, mais que dans le doute, Helping others couldn't hurt. cette idée d'accepter, de ne pas savoir, Larry ne s'en rend pas compte, mais il la prêche chaque jour. À chaque fois qu'on voit Larry enseigner les maths, il aborde l'expérience du chat de Schrödinger. C'est une expérience de pensée qui vise à illustrer un paradoxe en physique quantique. Pour résumer, si on enferme un chat dans une boîte avec une fiole de poison, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat serait à la fois mort et vivant.
car très grossièrement, sans observateur, un atome pourrait se comporter de deux manières différentes. À un autre moment dans le film, Larry explique que les maths déterminent tout dans ce monde. Il croit dur comme fer aux mathématiques, mais quand les mathématiques lui apportent un début de réponse, il ferme les yeux. Quand même ses rêves essaient de lui marteler le message dans le crâne, il ferme les yeux. Le message est pourtant simple. Dieu n'existe pas. Ou Dieu existe. La question n'est pas là en fait. En fait, ce qu'il doit comprendre avec le message du deuxième rabbin, c'est que toutes les réponses possibles aux questions qu'il se pose sont à la fois justes et fausses. Okay? The uncertainty principle. It proves we can't ever really know what's going on. Il n'a aucune clé pour arriver à la moindre certitude. Il n'est aucune vérité qui puisse l'aider. Et même si c'était le cas, sa quête de vérité ne pourra jamais aboutir où que ce soit, pour la raison suivante. La boîte est fermée. Vient alors le troisième rabbin, qu'il ne rencontre pas personnellement, car c'est son fils qui le rencontrera juste après sa bar mitzvah. Son seul et unique conseil sera « Be a good boy. » C'est assez vague, presque décevant. Cependant, au début du film, voilà ce que Larry dit à son élève quand celui-ci essaie de le soudoyer pour avoir une bonne note. Actions have consequences. Yes, often. No, always. Actions always have consequences. Il refuse de donner une bonne note à son élève parce qu'il sait que ça lui retombera dessus d'une manière ou d'une autre. Cependant, à la fin du film, il cède à la tentation, change la note de son élève afin d'empocher l'argent. Un montage parallèle s'entame alors avec son médecin qui l'appelle pour lui dire qu'il veut le voir très rapidement, pour lui annoncer les résultats de sa radio, qu'on imagine pas très bons. Une tornade arrive tout droit sur l'école de son fils, les enfants évacuent l'école et restent fixes, à regarder cette tornade arriver sur eux, comme si c'était une fatalité, comme s'il n'avait plus de libre arbitre. Il a renoncé à ses principes, il a renoncé à ce qui faisait de lui un homme sérieux. Pour revenir au livre de Job et les différences de traitement, il est intéressant de noter que le déroulé de l'histoire de Job est radicalement différent du déroulé de Serious Man. Là où Job reste intègre malgré ses doutes et malgré le fait que ses trois amis l'induisent en erreur en l'accusant d'être responsable de ses malheurs, Larry finit par renoncer à sa morale, alors que les trois rabbins lui ont partagé toute la sagesse dont il avait besoin, sans vraiment qu'il la comprenne. Mais quand on résume tout ça, qu'est-ce qu'on comprend? Que s'il se sent persécuté ou malheureux, il lui faut changer de point de vue, que ça ne sert à rien de courir après des réponses qui lui seront de toute façon à jamais inaccessibles, que le mieux à faire dans la vie, c'est aller de l'avant et rester fidèle à soi-même. En somme, accepte avec simplicité ce qui t'arrive. Ce que j'y vois, c'est que la vie n'a pas vocation à avoir de sens, que la réponse quant aux raisons de notre existence ne se trouve dans aucun livre, dans aucune formule mathématique et surtout dans aucun raisonnement logique. Dieu existe et son plan est bien plus vaste que ton petit confort personnel. Dieu n'existe pas et ce qui t'arrive est juste le fruit du hasard. C'est pour ça que ce film semble si décousu, ne semble pas adopter une structure narrative classique. On ne peut pas traiter la question du sens de la vie en déroulant une histoire structurée comme un décalque de tout ce qu'on a pu voir ailleurs au cinéma. Voilà la raison de notre existence. Maintenant qu'on sait qu'on ne sait rien, la question qui se pose c'est: est-ce qu'on avait vraiment envie de le savoir ?